1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059. Autrefois, quand j'étais plus jeune, je savais compter très loin, très loin, très loin. Et des fois, je le faisais. Ou en sautant de 30 en 30. Ou des choses plus compliquées, ça nous occupait. Maintenant, j'ai plus de mal. Mais parfois, je pense à Opalka, qui a continué de compter tout le temps, 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 tout le temps. Hier soir sur Facebook, j'ai lu une phrase, probablement la plus con que j'ai jamais lue en 35 ans de métier. C'était « Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires ?» Bon, après, c'était pas très grave, c'était un article assez minable qui partait d'un ce qu'on appelle un camembert, vous savez, quelque chose qui avait été produit par la charte des auteurs, où on montrait les parts respectives sur 18 € que coûte un livre, ce que touchait, combien il fallait pour l'imprimeur, pas grand-chose. Le libraire, évidemment, qui a des gros frais de loyer et des machins comme ça, qu'on prend pas loin de la moitié, les distributeurs avec ses camions, ses entrepôts, qui en prend une grosse partie. Et puis là, il y avait une toute petite frange qui était ce qui restait à la hauteur, à peine plus que la TVA de l'État. Alors, cette personne, ça la choquait. Ce qu'elle voulait dire, c'est que la place de l'auteur était nécessairement restreinte parce que finalement, si l'auteur vend beaucoup, ça nourrit l'éditeur, et si l'auditeur est bien nourri, à ce moment-là, il peut publier des auteurs qui vendent pas beaucoup, gagneront très peu, mais qui sinon ne seraient pas très bien édités, pas édités du tout. Vous voyez où je veux en venir. Enfin, l'article était vraiment de l'épicerie, assez plus que mesquine. Mais c'était dans un contexte rhétorique. Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires? Moralité, les éditeurs qui ont le bon vouloir d'éditer vos livres, même s'ils savent qu'ils vont pas se vendre beaucoup, remerciez-les et foutez-nous la paix. Mais c'est cette phrase, les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires? D'abord, le sujet est juste une apposition. Les livres sont-ils? Les livres qui ne se vendent pas sont-ils? C'est-à-dire le « il » renvoie au livre, mais qui est le locuteur de la phrase? On ne le sait pas. La phrase devient une entité prononcée par rien, comme une sorte de reflet qui partirait directement des livres eux-mêmes. Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires? Et le nécessaire, à quel endroit il creuse en nous? J'ouvre mon t-shirt, je prends mes deux mains, j'écarte la cage thoracique, je vous montre là le dedans, et vous le voyez, le nécessaire. Sinon, on se fait pas chier à écrire. Alors, si nous on part du nécessaire, qu'est-ce qu'on projette devant soi? On projette probablement livre, peut-être film, peut-être danse, performance, cri, peu importe ce qu'on projette. Si je projette livre, ça se détache de moi, ça s'incarne en objet matériel. Cet objet matériel prend sa vie. Est-ce qu'il lui faut plus pour être nécessaire? Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires? Mais où est-ce qu'il y a du vendre de soi? Les auteurs qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires? Les êtres humains qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires? Bon, c'est plus simple avec les voitures d'occasion. Une voiture d'occasion qu'on a réussi à vendre, non, même là, ça marche pas. Lautréamont, les champs de Mal d'Aurore, imprimé en Belgique à 440 exemplaires. Il en a reçu une dizaine, mais il n'a pas pu payer la facture et il n'a pas pu se vendre, le livre. Est-ce que les champs de Mal d'Aurore nous sont moins nécessaires? J'aime pas les gens qui retuent Lautréamont aujourd'hui encore. Vous comprenez? Mais Saint-Simon, tout là-haut, 1709, 1723,
au jour le jour, et de 1723 à 1742, il écrit ce qui s'est passé de 1709 à 1723. C'est déposé là pour sa famille uniquement. Ensuite, c'est lu par qui? Par Chateaubriand, par Balzac, par Proust. C'est lu pratiquement que par les écrivains. Très longtemps, avant que Vincent Frotté se mette à le lire aussi au XXIe siècle. Est-ce que Saint-Simon est nécessaire ou pas? C'était pas un livre fait pour se vendre. Et puis, dans ce contexte aujourd'hui où moins de 600 titres font plus de 80% du chiffre du machin du livre en tout, on sait que la durée moyenne d'un livre sur des tables après sa sortie, c'est 5 semaines. Et en même temps, eh ben, on apprend à s'organiser nous-mêmes pour le faire, c'est-à-dire que notre espace de nécessité, on le pousse jusqu'à l'existence matérielle du livre. Mais le nécessaire, est-ce que c'est l'existence matérielle du livre qui est nécessaire ou le fait qu'on puisse avoir accès à la possibilité de le faire exister? Tac, tac, je renvoie la balle. Ce qui est étrange, c'est que depuis 2 jours, je lis Judith Schlanger, Présence des œuvres perdues. C'est un continent, comme un poème, ce qui n'a pas existé et dont on ne peut pas avoir connaissance. Est-ce que ça compte dans l'instant présent où on avance notre propre poème? Et si notre propre poème, on en dresse et constitue l'existence, quels que soient ces drames, des bouleversements de mémoire qui font que des continents entiers d'œuvres disparaissent indépendamment des accidents qui peuvent frapper telle ou telle œuvre ponctuelle, comme les 3 versions du manuscrit de Anders Volcano de Malcolm Lowry. La phrase est vraiment belle, c'est une dame qui est née en 1936, elle a publié ce livre, je crois, vers 2008-2010, donc déjà plus âgé que je le suis moi, maintenant bien plus, et ça touche, ça aussi, dans cette beauté de langue. Et puis, ce livre, donc, on le trouve pas dans les librairies habituelles. Hein. J'ai regardé, j'ai acheté celui-ci dans ma librairie habituelle. Ça, c'est une réédition d'un truc paru chez Nathan sous un autre texte, repris là chez Verdier en poche. Tant mieux, au moins ça existe. Celui-ci, c'est paru chez Herman, qui est une boîte assez solide d'essais, de recherche. Et puis, à peine un jour, le suivant, vous voyez, comme il se gondole, et comme le truc se gondole. Or, ce livre, il fait 240 pages, et je l'ai payé 34 €. Alors 34 €, je regrette pas, parce que franchement, là, les heures que j'ai passées dans ce texte, il y a bien longtemps, ça, pour moi, il faut, par exemple, la découverte de Gilbert Simondon, son cours sur imagination et invention, là aussi, c'est la figure de l'invention aussi qui est un petit peu figure centrale, point de gravité centrale chez Schlanger. Je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 ans que je ne m'étais pas retrouvé dans cette sensation de découverte, d'élargissement, d'une méditation possible. Pourtant, je suis attentif, je lis. Et quand j'ai vu qu'il se gondolait, j'ai dit, mais merde, un livre à 34 €. Alors je regarde et je m'aperçois qu'il est imprimé en print on demand. Nous, on connaît, hein, on voit tout de suite les petits trucs, et puis c'est écrit en toutes lettres. Et l'usine, je la connais bien, imprimée en France par Lightning Source, donc c'est la chaîne d'impression Hachette, rue Gutenberg, à Maurepas. Et aussitôt après, je me suis mis avec Facebook à discuter avec un gars, chef de cette unité d'impression. Et ce qui m'a choqué, c'est ça. C'est-à-dire que Herman vend 34 € un livre. Je ne sais pas combien il en reverse à Judith Schlanger, donc qui est né en 1936. Mais globalement, les frais d'impression d'un livre comme ça, c'est 2,15 €. Tout le reste, bon, il y a une commission pour Hachette, commission pour Amazon qui m'a fait imprimer le livre d'Hachette et me l'a envoyé puisque je l'ai acheté sur Amazon et je l'avais chez moi 48 heures après. Quand je sélectionne mon papier, je choisis papier crème, bouffant. Bon, celui-là, c'est du papier recyclé, c'est marqué derrière, pourquoi pas. Mais je choisis l'épaisseur de couve, je choisis un minimum. Là, ils mettent le truc au plus bas prix. Et donc, voilà un livre de 34 € le lendemain. Là, ça va pas, Herman, quoi. C'est la question du respect et de quand même qu'on soit pris un peu pour des cons à 34 €. C'est peut-être pas clair mon truc, il y a plusieurs choses.
La première, c'est que dans les livres auxquels on accède aujourd'hui, le print on demand, c'est-à-dire l'impression à la demande, le livre qui se matérialise directement dans votre espace de lecture parce que avant vous, il est juste un fichier. Eh bien, c'est complètement dissous dans l'ensemble des autres livres. Si on n'est pas prévenu, on ne s'en aperçoit pas. Si Herman avait eu le culot de cocher l'option couve de qualité et non pas couve merdique, ça lui aurait coûté 15 centimes de plus de fab à 2,30 € au lieu de 2,15 €. Mais moi, j'aurais pas ça pour un livre à 34 € le surlendemain. Et deuxième chose, cette évidence, c'est-à-dire que nous, auteurs, tout seuls avec nos petits moyens, un brave logiciel Word et ses options avancées, on est capable de fabriquer nous-mêmes nos livres de façon plus respectueuse qu'un éditeur commercial sur le marché. Est-ce que ça joue avec cette phrase « Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires ?» Mais je crois que Schlanger, présence des œuvres perdues, ce qui nous le rend nécessaire, c'est précisément qu'aujourd'hui on publie dans le web. C'est-à-dire précisément qu'on livre nos travaux à la plus grande dissolution. Et donc que cette question de l'œuvre perdue, elle est native dans le travail qu'on effectue. Schlanger, elle nous donne cette piste qui est de en quoi le travail sur l'œuvre, dans son risque d'être œuvre perdue, ou dans son destin même d'œuvre perdue et inatteignable, même l'écriture de ce destin, ou le signalement de ce destin est encore partie de notre relation à la langue, notre relation au monde, de ce qu'on a. Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires? Même dans une choucroute rhétorique, il me semble, si je dactylographiais cette phrase sur mon clavier, ça me ferait mal quelque part. Aujourd'hui, j'ai eu vachement mal aux pieds que j'avais cassé. Est-ce que justement, c'est pas parce que j'avais recopié sur mon clavier cette phrase qui me stupéfiait? Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires? Une vidéo que personne ne vient voir est-elle nécessaire? Oh! Un quark qui passe et qu'on ne voit pas. Est-il nécessaire? Les rituels qu'on prononce dans le fond des cultes et qui ne sont pas à vendre, sont-ils nécessaires? En direct, comme d'hab, on se regarde les emails. Bonjour, je dois dire que je suis un peu surpris que vous n'ayez pas encore pris la décision de vous procurer ce livre. Dresser son chien en 15 minutes par jour. Ce livre est bien la toute première étape idéale. Rappelez-vous, non seulement vous y apprendrez les bases de l'éducation canine à travers des conseils précis et applicables directement depuis chez vous en seulement 15 minutes par jour, mais il vous apportera également cette sécurité que vous recherchez avec un chien obéissant et prêt à réagir au moindre de vos ordres en toute occasion. Bien. Alors ne perdez plus de temps. Chaque jour qui passe est un jour de perdu dans le dressage de votre compagnon. Pour vous, un jour de plus à vous frustrer face à son absence d'obéissance. Il y a une généralité là-dedans. À bientôt. Et pas de signature. Mais vous voyez, il y a des livres qui se vendent et qui ne sont pas nécessaires. Et le prochain truc du journal, je vais faire un spécial chien. On a toujours des idées à prendre dans tout ce qui nous arrive dans le flux. Ce livre s'appelle très faussement Necronomicon. Vous savez l'histoire. Le grand-père du jeune Howard Phillips Lovecraft, donc monsieur qui s'appelait Phillips, lit à l'enfant de 5-6 ans, sur ses genoux, les contes des 1001 nuits. Le grand-père de Gustave Flaubert faisait la même chose, lui aussi Don Quichotte. Le gamin s'en allait, il jouait tout seul, il s'inventait des personnages venus des 1001 nuits, dont un qu'il appelle Abdul al-Hazred. Si on voit la transcription phonétique, c'est Al-Hazred, celui qui a tout lu. Mais probablement, c'est pas volontaire, évidemment, l'enfant n'est pas capable de faire ce jeu de mots. Par contre, plus tard, il y a toujours dans son travail, dans le moment où vous êtes en train de lire un livre, donc la réalité se décale, le livre que vous lisez se place
s'éloigne dans une bibliothèque avec d'autres livres tout aussi réels, dont les titres sont là, qui sont avérés, qui sont dans toutes les bibliographies. Et puis, comme ces livres existent, celui que vous êtes en train de lire s'ajoute à cela. Et donc, le récit fantastique auquel vous êtes confronté témoigne d'une réalité, même si cette réalité vous fait basculer dans un autre monde. C'est ça qui est fascinant dans la littérature fantastique. Et pour donner un arrière-fond à tout ça, Lovecraft, celui de la maturité, invente un livre qui lui contiendrait tous ces secrets, et qui donc serait une sorte de quintessence de ces livres qui parlent du mystique, parlent d'autres types de rationalité. Il appelle ce livre-là le Necronomicon, et l'accompagne, c'est ce que raconte aussi beaucoup Schlanger, sur le statut de la légende, c'est-à-dire la légende qui veut que le Necronomicon est assemblé dans ce livre maudit dont subsisteraient 4 ou 5 exemplaires. Borges a repris ça dans l'Aleph, une espèce de quintessence de l'explication ou de l'accès à ces autres rationnels possibles. Ce livre inaccessible, mais qui contiendrait tout, une légende rapporte qu'il existe, parle de l'auteur qui l'a écrit, c'est Abdullah al-Azred. À partir de ce moment-là, ce Necronomicon, ce livre fictif, tient un rôle spécifique dans une grande partie des histoires de H.P. Lovecraft. Mais à côté de livres qui ont réellement existé, mais qui ne contiennent pas, et pour cause, toutes ces clés de l'accès aux autres rationalités. Et Lovecraft, dans ses écrits personnels, toutes ces petites choses, ces notes, ces trucs de carnet que bon, rassemblés, là, c'est les premières éditions que j'ai eues. Maintenant, après, là, j'ai tout ça en numérique et exhaustif. Il écrit pour lui un texte sur l'histoire du Necronomicon, c'est-à-dire les conditions de son écriture, les conditions de sa perte, les conditions de ses différentes traductions et comment certaines de ces traductions ont pu échapper à la destruction et nous parvenir. Donc on retrouve ces schémas de Schlanger, une œuvre qui n'a rien d'autre que la légende qui mène à elle. Et comme toutes ces légendes fonctionnent de la même façon, la légende est aussi puissante que l'œuvre est statut réel ou que l'œuvre n'est pas statut réel, comme justement le Necronomicon. Nous, c'est ça l'espace du livre, c'est l'espace de l'imaginaire et de traverser la rationalité du réel pour en comprendre les masses invisibles. Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires ? Bien, pour certaines personnes, le Necronomicon n'est pas nécessaire. À moi, il est nécessaire alors qu'il n'existe pas. Vous comprenez ça ? Et c'est pour ça qu'hier soir, ça m'a infiniment perturbé. C'est pas grave, un article un peu bête, d'une intelligence limitée. C'est juste bizarre parce que la dame, après, je suis allé voir sur son compte Facebook et elle immédiatement, il y a professeur associé au master de création éditoriale. Ce qui est déjà assez bizarre, dans littérature générale et jeunesse et générale. Je n'ai pas été voir de quel master il s'agissait, mais professeur associé à un master, non, c'est une usurpation de titre en plus. Bon, il y a des gens bizarres, mais c'est pas très grave. C'est juste comment les auteurs se gagnent leur vie. Bon, après tout, vous voyez, c'est des choses, des articles qui sont insipides, mais qui touchent des espaces symboliques et qui font mal, même pour une simple phrase qui ne tire pas à conséquence puisque l'article est bête. Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires ? Le Necronomicon, oui. Alors il y avait un truc un peu pathétique à voir ce billet signé par quelqu'un qui se revendiquait de la profession d'éditeur et qui tenait à l'expliquer avec plein de chiffres et toute son épicerie, c'est justifier ce peu qui est donné à l'auteur. Par exemple, ça, c'est les Lovecraft que j'ai publiés au Seuil. J'étais très content du projet au départ. Là, il y en a eu 7, et puis là, je les ai mis un peu en stand-by exprès. C'est-à-dire, on me donne un avaloir, ouais, c'est-à-dire que la traduction n'est pas payée en tant que telle, mais l'avaloir me permet d'entreprendre la traduction. Pour At the Mountains of Madness, Montagne de la folie, faussement traduit autrefois par Dans les montagnes hallucinées, puis en plus c'était pas le même texte. Maintenant on a des textes fiables, ce qui n'était pas le cas du temps de ces traductions avec ce titre idiot. Pareil pour Dans l'abîme du temps.
eh ben, c'est des mois de boulot. Donc, j'accepte que la traduction ne soit pas rémunérée, puisque j'ai envie de la faire pour moi. Elle est mon nécessaire, mon espace nécessaire. Et on me rémunère, puisqu'il s'agit de textes dans le domaine public, de 4% sur des livres vendus 6 €. Faites le calcul. Mais l'autre jour, on m'informe aussi que celui-ci, L'Appel de Cthulhu, s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires. Donc j'en suis vachement heureux. Mais dernier droit que j'ai, on est en octobre 2018 et ça remonte à décembre 2016. Donc quelque part, en ce moment, entre auteur et éditeur, c'est des questions de dignité. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je refuse de continuer ce projet en attendant d'être pris un petit peu au sérieux. Donc qu'est-ce que je fais? Je les sors moi. Voilà un livre qui à traduire était un vertige. C'est un étudiant en maths. On part de l'espace recourbé, des courbures d'espace-temps, de différence entre courbure et courbure intérieure d'une pièce. Et dans ces replis, il y a cette espèce de bestiole bizarre qui s'appelle Brown Jenkins qui sort et tout d'un coup, dans ses balades dans la ville, elle aussi se recourbe, se déplie. Et tout tient au fait que le gars est un étudiant de maths qui bosse la nuit sur ses équations à traduire. C'est un régal. Et puis, en même temps, on vit dans cette espèce de petite ville. Et cette petite ville se déplie vers des mystères, et dans ces mystères, bien, on traverse l'espace cosmique, on est dans du grand Lovecraft. Rêve dans la maison de la sorcière, Dreams in the Witch House. Ben, je le publie moi, tiers livre, éditeur. J'ai rassemblé Horreur à Red Hawk, lui, Un air glacial, 3 histoires qui se passent à New York, et pour moi qui ont cette cohérence. C'est typiquement ce qu'on aurait pu sortir aussi au Seuil, et bon, voilà d'autres, Herbert West, mes petits bilingues. Alors, évidemment, ça se vend pas. C'est-à-dire, je touche une très petite communauté, et cette très petite communauté, par contre, même si celui-ci, je ne sais plus à combien je l'ai mis, peut-être 10 ou 11, parce que bon, c'est mon taf, quoi. Mais sur 10 ou 11, c'est pas 4% que je touche. Je suis comme Herman, c'est-à-dire ça doit coûter 1,90 € de prix de trucs d'impression, il y a les commissions de distribution, de port et de machin comme ça, me reste une marge de 5. Mais sur cette marge de 5, que je touche en tant directement auteur, donc 3 fois plus qu'un livre classique, un livre de 18 € où on touche à 40, etc. Bon, je paye ma comptable, mais ça me sert à exister. Le existe. Le matériel, tous les livres sur Lovecraft qui sont ici, tout se fond. Alors, est-ce que la question est, est-ce qu'on tire de notre travail une légitimité à ce qu'il soit pris en charge par le monde social? Non. Est-ce que dans le geste commerçant, on retrouve une liberté, une indépendance qui rejaillit sur notre espace de travail? Peut-être qu'aujourd'hui, on a fini par s'enlever ça aussi de la tête. Ce geste, on le fait librement, mais quelque part, je crois que j'ai plus de dignité préservée à gérer moi-même mon truc, c'est-à-dire où est-ce qu'on les trouve, ces trucs. Bon, évidemment, des gens même très gentils m'envoient des trucs, ah ouais, c'est chez Point Seuil, c'était traduction chez Point Seuil, alors que ça n'existe pas, parce que je crois qu'aujourd'hui, peut-être là-dessus je vais finir, c'est ça l'enjeu. Le mot auto-édité, on n'en a plus besoin. Et vous voyez, là, j'ai fait le travail avec vous, par l'exemple de Herman, par l'exemple des Lovecraft. Non, on n'est plus dans l'auto-édition. On est capable de faire ce job, nous. Alors on distribue à une communauté beaucoup plus restreinte, beaucoup plus minuscule, beaucoup plus impliquée, mais c'est le travail qui passe. Les livres qui ne se vendent pas sont-ils nécessaires? Eh bien, cette nécessité, on se l'invente. 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063. L'avantage avec les chiffres, c'est que quand vous recommencez, c'est exactement pareil, fixe.
Et pour ce qui est des questions de l'écriture, de la littérature, du livre, bah, c'est tout le contraire. C'est ça qui nous emmerde.